Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle soutenance. C'est le tour de Madame Cécile. Est-ce que tu m'entends? Parce que j'ai posé la question plusieurs fois, tu n'as pas répondu. Oui, professeur. Bon, alors, c'est bienvenue à la soutenance de mémoire de Madame Cécile Green Rideau. Elle va nous présenter son travail ou les résultats de ses travaux sur la construction de l'identité des jeunes haïtiens dans un contexte de mobilité sociale et géographique. Étude des parcours de licence et master en France et au Canada. On va bien voir. Et ce mémoire sera évalué par nous, les membres de jury, Ronald Andris dans le rôle d'encadreur et le docteur Jude-Marie Saint-Martin comme rapporteur. Voilà. Alors, Cécile, tu as maximum 10 minutes. Merci, professeur. Bonjour à toutes et à tous. Messieurs les membres du jury, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre présence et l'attention que vous portez à mon travail. Comme vous le dites, je suis Cécile Woodlin-Ridoré, étudiante en sociologie du développement. Le mémoire que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui s'intitule « La construction de l'identité des jeunes haïtiens dans un contexte de mobilité sociale et géographique, étude des parcours de licence et master en France et au Canada de 2015 à 2023 ». Cette recherche s'inscrit dans un contexte migratoire en mutation où de nombreux jeunes haïtiens choisissent d'étudier à l'étranger dans l'espoir de construire un avenir professionnel stable et prometteur. La mobilité académique en particulier vers la France et le Canada soulève des enjeux identitaires profonds entre adaptation aux normes du pays d'accueil et fidélité à la culture d'origine. À travers cette étude, j'ai voulu comprendre comment ces jeunes construisent, négocient ou transforment leur identité à travers leur parcours universitaire et comment cette expérience influence leur rapport à soi, à la communauté haïtienne et aussi aux sociétés d'accueil. Ce travail vise à répondre à la question suivante. En quoi la mobilité sociale et géographique vécue par les jeunes haïtiens et haïtiennes en contexte académique façonne-t-elle leur identité sociale et quelles tensions émergent de cette recomposition identitaire? Pour analyser la construction identitaire de ces jeunes, j'ai mobilisé trois approches théoriques. La première, c'est la théorie de l'identité sociale d'Henri Tajfel et de John Turner qui se mobilise autour de trois mécanismes. Le premier mécanisme, c'est la catégorisation sociale qui structure les représentations de soi et des autres en plaçant les individus dans des groupes sociaux distincts, par exemple, étudiants étrangers, haïtiens, africains ou même minorités visibles. Ensuite, on a le mécanisme de l'identification, de la théorie de l'identité sociale, qui reflète l'engagement affectif envers un ou plusieurs groupes et qui permet aux jeunes de construire un sentiment d'appartenance, parfois multiple ou en tension. Ensuite, on a la comparaison sociale qui influence l'estime de soi en fonction du statut perçu au groupe auquel on appartient en comparaison avec d'autres groupes dans la société d'accueil. À travers cette série, j'ai pu analyser comment les jeunes haïtiens en mobilité académique négocient leur identité entre leur héritage culturel d'origine et les normes ou attentes des sociétés d'accueil. Cela m'a aussi permis de mieux comprendre certaines stratégies d'adaptation ou de repositionnement identitaire observées dans les entretiens. Ensuite, j'ai ma troisième approche, la sociologie de Bourdieu, à travers les notions de capital culturel, habitus et reproduction sociale. J'ai pu analyser les décalages vécus par les jeunes migrants face aux attentes implicites du système universitaire en France et au Canada. Ensuite, on a la reproduction sociale qui désigne ici le processus par lequel les inégalités sociales se perpétuent d'une génération à l'autre, notamment par le biais des institutions éducatives qui valorisent les codes culturels des classes dominantes. Dans la perspective de Bourdieu, l'université apparaît ainsi comme un espace à la fois d'opportunité et de dissonance où se rejoue leur position dans la hiérarchie sociale. Ensuite, nous avons ma troisième approche, la perspective psychosociale d'Eric Erikson, qui m'a permis d'aborder la construction identitaire comme un processus évolutif.
On a le concept de moratoire psychosocial avec Erikson qui éclaire le rôle de l'université comme un espace transitoire où les jeunes expérimentent différentes manières d'être soi. Erikson m'a permis aussi de comprendre les sentiments de désajustement identitaire, mais aussi des dynamiques d'adaptation et d'engagement dans une nouvelle société. Ces trois approches combinées m'ont permis d'adopter une lecture à la fois structurale, relationnelle et psychosociale des parcours étudiés en respectant la complexité des trajectoires de mobilité. Ensuite, pour répondre à ma question de recherche, j'ai adopté une approche méthodologique mixte, combinant des outils quantitatifs et qualitatifs afin de mieux saisir la complexité des parcours identitaires en contexte de migration académique. D'une part, j'ai administré un questionnaire en ligne diffusé auprès de jeunes haïtiens ayant poursuivi des études de licence ou de master en France ou au Canada en 2015 et 2023. J'ai recueilli 50 réponses, ce qui m'a permis de dégager des tendances générales sur leur parcours, leur vécu migratoire, leur sentiment d'appartenance ou leur projet d'avenir. D'autre part, j'ai mené 12 entretiens semi-directifs à distance, répartis équitablement entre la France et le Canada, ainsi qu'entre les étudiants de licence et de master. Ces entretiens m'ont permis d'explorer plus en profondeur les dimensions subjectives telles que les tensions identitaires, les stratégies d'adaptation ou les dilemmes entre intégration ou fidélité aux origines. Ce croisement des méthodes dans une logique de triangulation méthodologique m'a permis de combiner des lectures globales et des voies individuelles. Les résultats de mon enquête mettent en évidence des dynamiques identitaires complexes vécues par les jeunes haïtiens en mobilité académique entre 2015, comme je l'ai dit, et 2023. Sur le plan quantitatif, les répondants, majoritairement âgés de 25 à 30 ans, évoquent des motivations de départ liées à la quête d'un avenir professionnel stable, la qualité de la formation, mais aussi à l'instabilité sociopolitique persistante en Haïti. La majorité est engagée dans des filières perçues comme valorisées comme les sciences sociales, la gestion ou l'ingénierie. Concernant l'identité culturelle, les données révèlent une évolution progressive du rapport à l'origine. C'est-à-dire, avant la migration, l'identification au groupe haïtien est très forte. Près de 80% s'identifient fortement à Haïti. Mais cette identification tend à se redéfinir avec le temps, notamment après 2 années d'installation. On observe ainsi une forme d'ambivalence entre enracinement et adaptation. Cette ambivalence peut être éclairée par la théorie de l'identité sociale de Tajfel et Turner. Les jeunes doivent négocier de nouvelles catégorisations sociales dans les sociétés d'accueil, où ils sont perçus tantôt comme étudiants étrangers, tantôt comme membres d'une minorité visible. Ces catégories, parfois valorisantes, mais souvent stigmatisantes, influencent leur sentiment d'appartenance qui oscille entre le groupe d'origine et le désir d'intégration. Face à cela, plusieurs adoptent des stratégies de repositionnement identitaire telles que l'adoption de double ancrage ou la revalorisation du groupe haïtien dans un cadre diasporique. Par exemple, certains développent une fierté renforcée d'être haïtiens dans des milieux où leur culture est peu connue, tandis que d'autres cherchent à s'aligner sur les normes du pays d'accueil pour maximiser leur intégration. Les récits recueillis à travers les entretiens viennent enrichir cette lecture théorique. Ils révèlent des tensions liées à l'habitus au sens de Bourdieu. Les codes sociaux et académiques en vigueur dans les pays d'accueil diffèrent fortement de ceux intériorisés en Haïti. Cette dissonance produit chez certains et certaines un sentiment d'illégitimité ou de ne jamais être tout à fait à sa place. Pourtant, je peux dire que leur réussite scolaire, bien qu'ambivalente, devient un levier de distinction que je vais expliquer. Elle permet de convertir leur capital culturel en reconnaissance sociale, à condition d'en maîtriser les codes implicites. En ce sens, l'université est perçue à la fois comme un lieu d'opportunité et comme un espace de mise à l'épreuve. En mobilisant Erikson, on peut interpréter ces parcours comme de véritables moratoires psychosociales identitaires, c'est-à-dire des phases de transition où les jeunes expérimentent de nouvelles façons d'être soi, des identités qu'on peut qualifier de plurielles.
Certains témoignent ici de leur sentiment de double appartenance et d'autres parlent d'un entre-deux, parfois source d'équilibre, je peux dire, mais aussi parfois source de confusion. Ensuite, les différences selon sociale et une pression à se conformer à des normes implicites. Au Canada, notamment au Québec, l'environnement est perçu comme plus ouvert, même si le sentiment de dilution est plus présent du fait de multiculturalisme que l'on trouve au Canada, mais qui est parfois abstrait. Enfin, les résultats montrent que la majorité des jeunes ne prévoient pas de retour immédiat en Haïti. Seuls 14% expriment un projet concret de retour à court terme. Pour les autres, le lien avec Haïti demeure symbolique ou affectif. Ce lien est souvent exprimé à travers des engagements, mais peu traduit dans des intentions concrètes. En conclusion, cette recherche montre que la mobilité académique vécue par les jeunes haïtiens et haïtiennes en France et au Canada est bien plus qu'un simple déplacement géographique. Elle représente un espace de tension, mais aussi d'opportunité pour la reconstruction identitaire. Merci. L'héritage haïtien, merci. Disons, adaptation aux normes et projection vers la vie. C'est marqué par la négociation la sociale et culturelle. Le croisement des approches traditionnelles, Bourdieu et Erickson a permis d'analyser ce processus. Pas seul au monde. Il y a un jury et il y a un président. On t'a dit de t'arrêter, on t'a demandé de t'arrêter. Hein? Voilà, merci. En fait, je vous remercie. Voilà. Je suis disponible pour vos questions. Bon, parce qu'une soutenance, c'est d'abord, il y a vraiment une organisation qui se met en place. Donc, tu ne peux pas t'amuser quand on te demande de t'arrêter. Tu ne peux pas continuer. Voilà. Bon, alors, merci Cécile. Et c'est comme tout le monde, on a accordé 10 minutes de présentation et ça fait partie de l'exercice. On rappelle qu'il s'agit d'un exercice académique. Hein? C'est un apprentissage. La soutenance fait partie des éléments du cursus, d'accord, de l'étudiant. Donc voilà, et de toute façon, le jury va pouvoir tenir compte de la prestation de l'étudiant. Alors, donc sans plus tarder, on va passer la parole au rapporteur, Dr. Jude-Marie Saint-Martin, pour vraiment analyser le travail de l'étudiante. Merci, Monsieur le Président. Et normalement, je tiens donc à féliciter l'étudiante, Madame Cécile Woodline Ridor, donc pour sa présentation orale, bien que elle n'a pas fini, donc elle a pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais quand même, et en général, c'était une très bonne présentation qui résume normalement les points essentiels de son mémoire. Je tiens également à féliciter l'étudiante pour la qualité de son écriture. Il n'y a pas vraiment de faute de langue, bien qu'on décèle quand même certaines coquilles et qu'il faut corriger. Donc, il faut quand même qu'elle revisite le texte pour le peaufiner. Je trouve que l'objectif établi par l'étudiante est clair dans le travail. Il consiste en une analyse de la construction identitaire de jeunes haïtiens ayant poursuivi des études supérieures, c'est-à-dire licence et master en France et au Canada, entre 2015 et 2023. Donc, elle interroge les effets de la mobilité académique sur les rapports à soi, aux autres et à leur appartenance sociale. Donc, elle a mobilisé en ce sens la théorie de l'identité sociale et de Tafel, Turner, la notion d'habitus et de capital social de Bourdieu, ainsi que le modèle développemental de l'identité d'Erickson. En outre, l'étude de l'étudiante veut mettre en lumière les tensions vécues entre intégration et fidélité aux origines. Je pense que son objectif est assez clair.
Mais je pense qu'il faut qu'elle corrige, surtout dans le sujet, le libellé du sujet. Peut-être qu'il y a un mot manquant. Par exemple, des étudiants et étudiantes. Par exemple, le sujet s'intitule « La construction de l'identité des jeunes haïtiens dans un contexte de mobilité sociale et géographique, étude des parcours de licence, de master en France et au Canada ». Il faut ajouter « Étude des parcours des étudiants de licence et master en France et au Canada ». Je pense qu'il faut ajouter donc ce thème manquant. Le texte, malgré donc sa qualité, n'est pas équilibré. Par exemple, le chapitre 1 comporte 21 pages. Le chapitre 2 est normalement donc 7 pages. Donc, c'est un décalage énorme. Et le chapitre 3, donc 23 pages. Et donc, dans le chapitre 1, je crois qu'il y a 4 sections. Dans les autres chapitres, surtout le chapitre 2, donc 2 sections. Donc, cela s'explique, puisque le chapitre 1 comporte 21 pages et le chapitre 2, 7 et le chapitre 3, 23 pages. Donc, je pense que l'étudiant doit normalement travailler donc à équilibrer le texte, parce que ce n'est pas normal. L'étudiante a fait un problème pour problématiser le problème de recherche dans le texte, bien qu'elle devrait, à mon avis, réorganiser l'introduction générale, parce qu'il y a trop de répétitions dans le texte. Donc, des fois, on est perdu dans l'introduction générale, ou du moins, c'est comme un retour perpétuel. Donc, il faut que l'étudiante réorganise normalement son introduction. Et ensuite, l'étudiante n'a pas besoin de référencer avec d'autres auteurs ses observations personnelles. Par exemple, dans une phrase issue d'observations personnelles et de conversations avec certains de ses étudiants et étudiantes, notre intérêt pour ce sujet, c'est d'abord nourri d'une familiarité sensible avec cette réalité. Et elle a mis entre parenthèses Van Kampenhout et qui vit 2011, page 18. Donc, c'est votre observation. Donc, et vous n'avez pas besoin de prendre un autre auteur et pour appuyer votre observation. Donc, et ensuite, en termes de référence, par exemple, si on répète un auteur dans le corps du texte, il y a une façon de signaler cela. Utiliser des formules, par exemple, comme ibid, idem, donc, etc. Et également, vous avez mis en parenthèse seulement des pages pour référencer la répétition des auteurs. Donc, ce n'est pas correct. Par exemple, si vous avez cité Bourdieu, donc dans un premier moment, dans un second moment, donc vous avez mis tout simplement donc, les pages, et page 4, page 5, donc c'est un exemple quelconque. Donc, il faut apporter des corrections. Il y a des formules, et je pense bien précises, et que vous pouvez utiliser donc, pour référencer donc, le texte. Et ensuite, il y a certains titres, sous-titres, que vous avez référencés également. Donc, par exemple, la créativité sociale. Tafel, Éternel, 1979, page 43. Donc, on ne peut pas référencer, je pense, un sous-titre du texte. Donc, il faut, à mon avis, donc, apporter ces corrections. Et ensuite, donc, il en est de même d'une section 2, par exemple, et je crois du premier chapitre, réussir, franchir, transformer, mobilité sociale et capital scolaire dans les parcours des jeunes migrants. Vous avez mis entre parenthèses Bourdieu. Même quand vous allez mobiliser donc, la théorie de Bourdieu et pour aborder donc, cette section, mais il n'est pas nécessaire, il n'est pas normal que vous référencez normalement le titre de la section. Il faut également chercher d'autres titres pour les chapitres. Il faut éviter d'appeler un chapitre par un nom générique, comme par exemple cadre théorico-conceptuel, cadre méthodologique pour le chapitre 2. Donc, il faut que tu cherches normalement donc, des titres appropriés et qui traduisent ce que vous voulez faire donc, dans le chapitre.
À mon avis, le troisième chapitre également, et son libellé est trop long. Tu pourrais choisir un parmi les deux membres du titre pour dénommer le troisième chapitre. Le troisième chapitre, c'est dynamique identitaire et parcours en contexte de mobilité académique. Regard croisé sur l'expérience des jeunes haïtiens en France et au Canada. Donc, à mon avis, il faut reformuler donc, le troisième chapitre. C'est un peu donc, trop long. Je vous félicite normalement, globalement, et pour l'analyse et l'interprétation des données. Donc, je pense que c'est correct. Donc, vous avez fait un très, très, très bon travail et vous avez normalement atteint les objectifs que vous avez fixés. Et normalement, donc, et en résumé, comme résultat, vous avez pu remarquer normalement que la mobilité académique internationale des étudiants haïtiens entraîne des recompositions identitaires profondes. Il y a des ancrages culturels maintenus mais redéfinis. Il y a l'intégration progressive des valeurs et codes de la société d'accueil par les étudiants. Il y a les tensions identitaires donc, persistantes. Et il y a également un rôle de stratégie de comparaison sociale à partir de deux niveaux que vous avez expliqués dans le texte. Il y a une comparaison ascendante, d'après vous. Certains se projettent vers des modèles de réussite locale, étudiants internationaux ayant réussi, mentors professionnels. Et il y a une comparaison descendante. D'autres, selon vous, relativisent leurs propres difficultés en les comparant à celles d'autres migrants moins favorisés. Donc, je pense que c'est un très, très, très bon travail. Sauf que, dans l'introduction générale, vous n'avez pas émis d'hypothèse de recherche. Donc, sur ce, je vous demande, à partir des résultats de votre recherche, même quand l'hypothèse de recherche est là de manière implicite, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que l'hypothèse est confirmée, infirmée ou du moins nuancée? Et pourquoi, à mon avis, vous n'avez pas émis donc, l'hypothèse formellement donc, dans l'introduction générale? Donc, merci, Monsieur le Président. Donc, s'il y a donc, retour, donc, je vais retourner donc, à coup sûr. En cas de besoin. Oui. Merci, Monsieur le rapporteur. Alors, si tu peux répondre très rapidement, et puis par la suite, je vais passer la parole à ton encadreur. On t'écoute. Au fait, merci, professeur Jude Saint-Martin, de vos commentaires. Je suis vraiment très reconnaissante. En fait, il y a une remarque que vous avez faite sur l'un de mes titres concernant la créativité sociale. J'ai mis Tajfel parce que c'est un concept de Tajfel que l'on retrouve à la page 38. Oui, mais vous n'avez pas besoin de le référencer normalement parce que c'est un sous-titre. Je t'invite, Cécile, à répondre aux questions. Oui. Quand ton remarque, c'est à toi de te mettre au travail et de respecter. Parce que ce n'est pas un débat. On ne fait pas ça. Oui. Tu ne peux pas essayer de justifier une bêtise. Voilà. Merci de répondre aux questions. Oui, professeur. Oui. En fait, je vais répondre à la question du professeur concernant l'hypothèse. En fait, c'était vraiment voulu de ne pas formuler d'hypothèse implicite parce que mon étude s'est inscrite dans une démarche, je peux dire, compréhensive. C'est à visée compréhensive. Je voulais comprendre ces parcours. Je me suis basée sur mes objectifs d'analyse, ma question de recherche et sur le cadre théorique de Tajfel. C'est pour ça que je n'ai pas formulé d'hypothèse auparavant. Mais maintenant, je crois que l'hypothèse est implicite dans le travail. Je peux formuler toutefois selon votre recommandation. Oui, d'accord, il faut donc une hypothèse parce que normalement, vous avez fait des observations. Donc, vous avez des intuitions. Donc, après la question des départs, qui est l'axe théorique de votre travail, donc l'hypothèse est extrêmement et normalement importante. Donc, je pense qu'il faut corriger. Et l'hypothèse est là implicitement, oui, comme vous venez de le dire également. Oui.
Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, sans plus tarder, on passe la parole pour un partage d'expérience à notre cher collègue Ronald Andris. Comment a été cette collaboration? Qu'est-ce qui... Oui, bonsoir, chers collègues. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Et oui, le point mentionné par le rapporteur, je l'avais aussi signalé à mademoiselle Ridoré, et la réponse qu'elle a donnée, c'est aussi ce qu'elle m'avait dit. Donc, et je lui avais dit, certainement, le rapporteur allait aussi le mentionner. Mais ce qui est quand même bien, c'est l'engouement de mademoiselle Ridoré qui a vraiment fait un bon travail. Et malgré les difficultés, ça n'a pas été facile. Il faut dire qu'elle travaille et elle est souvent sur le terrain. Et parfois, pour se rencontrer, ça a demandé beaucoup de gymnastique. Donc, j'apprécie énormément le travail qu'elle a fourni. Et je pense que même lorsqu'il y a quelques petites améliorations à apporter, elle peut continuer toujours dans cette lancée, sur cette lancée, pour plus tard la bonifier et dans le cas où elle envisagerait de faire d'autres études. Parce que les théories qu'elle a mobilisées, ce sont vraiment des théories qui ont réellement charpenté ce travail. Et nous avons aussi, le sujet, c'est vraiment un sujet original, parce que ça n'a pas été facile pour elle, en étant en Haïti, ne faisant pas l'expérience de la mobilité et de comprendre ce que vivaient les jeunes qui sont en France et au Canada. Donc cette tension, la question de l'identité. Et je me souviens qu'elle m'a parlé à un certain moment de l'identité meurtrière. C'est un texte de Amin Malouf. Et vraiment, à un certain moment, elle a senti qu'il y a parfois certains Haïtiens, certains étudiants qui souffraient réellement entre cette fidélité à l'origine et la nécessité de s'adapter dans la société d'accueil. Donc, et elle a su très bien relater cette tension, cette difficulté, je dirais cet espoir, parfois aussi ce désespoir. Donc, je la complimente vraiment pour ce travail. Merci beaucoup. Merci, chers collègues, et merci pour la collaboration, globalement. Je vais faire quelques remarques sans vouloir reprendre tout le travail, tous les propos de mon collègue, Jude-Marie Saint-Martin. J'attire d'abord l'attention de l'étudiante sur le fait de, quand on veut respecter les normes, il ne faut jamais s'arrêter en chemin. Il faut aller jusqu'au bout dans le respect des normes. D'accord? Je rappelle que chez nous, c'est le style à part. Il n'y a pas d'autre. Cette question de faire des citations comme on veut, c'est interdit chez nous. Je t'invite à nettoyer le texte parce que dans le style à part, il n'y a pas cette question de hybride, etc. Il n'y a pas ça. Il faut simplement, à chaque fois qu'on fait la référence, il faut ne pas oublier soit qu'il s'agit d'une référence directe, une citation directe, ou une citation indirecte. Quand c'est direct, il y a des normes. Ce n'est pas quand on veut, on va mettre des guillemets. Non. Si c'est une citation directe, il faut mettre entre guillemets. Ce n'est pas quand on veut. Par un moment, tu mets, par un moment, tu ne mets pas. Vraiment, il faut aller jusqu'au bout dans le respect des normes. Même si on reconnaît que c'est un travail fort intéressant. Mais j'aurais une question, même deux questions que tu répondras, j'espère que tu auras les réponses. Et parce que déjà dans ton sujet,
Moi, en le lisant, hein, je me dis, ben, il y aura une analyse comparée. Je vais pouvoir comprendre comment, dans les deux communautés, bon, et là encore, tu as mis en France et au Canada. Je te rappelle que même quand tu dis en Haïti, c'est très vaste. Déjà, quand on dit en Haïti, c'est très vaste. N'en parlons pas pour le Canada et la France. Donc, première chose, il faut préciser. Ton sujet, même intéressant, ça manque de précision. On ne peut pas l'accepter. Bon, ça, c'est une chose. Mais deuxièmement, je m'attendais à comprendre la vie des étudiants qui se retrouveraient en France en comparaison à ce qu'auraient vécu les étudiants au Canada. On ne peut pas mettre tout le monde dans un même panier, je présume, parce que ce n'est pas le même système, pas les mêmes sociétés, et les expériences ne peuvent pas être les mêmes. Même s'il y aura des situations, on va dire, un peu semblables, similaires, qu'on peut retrouver. Hein? Oui, mais ça m'a manqué vraiment. Et je me dis là, la première question, est-ce que tu as pu bien collecter les données? Auquel cas, tu as les informations, tu n'avais pas fait l'analyse de cette manière-là, une analyse comparée, mais tu disposes d'informations, d'accord? Ou bien tu n'avais pas du tout l'intention de faire l'analyse comparée, auquel cas tu n'as pas d'informations en ce sens, de ce type-là. Si tu n'as pas d'informations de ce type-là, il faut reformuler ton sujet. Si oui, les informations existent, merci de les prendre en compte au moment, hein, dans ton analyse. Parce que là, moi, ça m'a... Voilà. Et puis, il faut préciser, parce que malheureusement, si je prends le cas de la France, quelqu'un qui se retrouve, je ne sais pas moi, à Lille, ou l'autre à Paris, l'autre, etc., ce n'est pas la même chose. Ça ne peut pas être la même chose. Déjà, rien qu'en France. Rien qu'en France. Si la personne se trouve en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, c'est toujours la France. Hein? Ce n'est pas la même réalité. Attention. Pareil pour le Canada. Je crois qu'il y a dans l'assistance, il y a des gens qui vivent au Canada. Eh bien, quand on est à Montréal, on est ailleurs, à Toronto, par exemple, je présume que ce n'est pas la même chose. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention, il faut toujours aller dans la précision. Vraiment, je t'invite à faire ça. Autre élément, attention à quelques fautes, hein, surtout de ponctuation. D'accord? OK? Je t'invite à regarder, à relire la page 10, page 21. OK? Et puis, des fois, tu utilises le majuscule comme tu veux. Or, on a dit dans le corps du texte, les noms, hein, s'écrivent normalement. Première lettre en majuscule. D'accord? Vraiment, il faut relire pour nettoyer tout ça. Autre élément, dans ta conclusion, c'est là aussi peut-être le souci d'analyse, parce que tu aurais pu, parce que là, on est presque sur, comment on peut dire ça, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui doit avoir, je sais que l'État a un rôle à jouer dans l'encadrement et l'accompagnement, oui, mais pour les recommandations, je me demande, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir différemment? Hein? Donc, je t'invite à relire. Je n'ai pas de formule en tête, malheureusement. Et je t'invite vraiment à faire attention. Et peut-être avec, si tu arrives à faire une analyse comparée, eh bien, on peut voir que peut-être en France, il y a des choses à faire, tandis qu'au Canada, on ferait autre chose. Hein? Donc, on ne peut pas non plus mettre tout le monde, comme je l'ai déjà dit, dans le même panier. Mais on comprend et vraiment félicitations pour l'effort. La méthodologie, vraiment, c'est très bien. Hein? Même si sur l'analyse des données, j'ai l'impression que tu aurais pu faire mieux. Hein? Et puis, si tu arrives à préciser, je l'ai déjà dit, les catégories de jeunes.
étudier, ce serait bien, hein, dans ton analyse, parce que tu mets tout le monde dans le même panier, alors que tu as annoncé qu'il y a d'un côté les étudiants en licence, de l'autre côté les étudiants en master. On ne peut pas les mettre, je crois, hein, je n'ai pas fait l'étude, je n'ai pas les données sous les yeux, je suppose que ça ne peut pas être la même chose, hein, parce qu'on parle vraiment de deux catégories différentes. D'ailleurs, les jeunes n'auront pas les mêmes objectifs ou les mêmes attentes, la même compréhension. Hein? Donc, ça veut dire qu'il y aura, je suis sûr qu'il y a lieu de faire vraiment d'enrichir le travail de ce point de vue-là. Alors, sur les théories mobilisées, moi, j'ai un grand souci. On veut bien vraiment choisir plusieurs théories, c'est bien. Mais il faut avoir son positionnement. Il faut se positionner théoriquement. Ça veut dire quoi? Si on analyse 2, 3 théories, à un moment donné, il faut pouvoir questionner. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un débat, hein, entre les différentes positions, hein, différentes théories. Et puis, au final, peut-être tu vas garder telle théorie, peut-être tu vas faire, je ne sais pas moi, tu vas te retrouver entre deux théories. Et c'est ce qui va déterminer ton travail. Ça manque dans l'analyse. Parce qu'il ne suffit pas de mobiliser ces théories-là, hein, surtout quand tu as choisi plusieurs. Il faut montrer dans ton travail que finalement, voilà ce que tu aurais gardé pour vraiment réaliser, pour pouvoir réaliser ce travail. Donc, je t'invite vraiment à prendre en considération cet aspect également. Avant-dernier élément, ce serait bien de parler aussi des biais méthodologiques ou des limites de terrain, puisque tu as été sur le terrain. Ce serait bien parce que c'est un contexte difficile, hein? Tout le monde le sait, ton directeur l'a dit, hein? Ouais, tu es en Haïti, de l'autre côté, etc. Il faut montrer les limites aussi de cette démarche. D'accord? Il faut vraiment, on est dans la démonstration. Parce que pour nous, la première chose qu'on a fait, c'est de considérer la vérité comme plurielle. Une vérité, la vérité n'existe pas. Hein? La vérité est plurielle, ça veut dire qu'il y a des vérités. Donc, et dernier élément, comme conseil pour finir ton travail, je t'inviterai aussi parce que tu parles d'action publique concrète. Hein? Voilà. Est-ce que tu peux aussi nous dire clairement, parce qu'il y a des représentations, hein, diplomatiques, il y a en tout cas en France, il y a l'ambassade d'Haïti, en France, il y a l'ambassade d'Haïti au Canada, il y a en tout cas, il y a une équipe qui représente Haïti. Est-ce que déjà tu peux nous dire clairement ce qui existe? Comment est-ce que les jeunes qui sont arrivés, comment est-ce qu'ils sont accompagnés? Hein? Et là, j'aimerais bien, je n'ai pas, peut-être, puisque je peux ne pas, en tout cas, je peux ne pas retenir cet élément-là, mais il me semble que je n'ai pas vu cette considération-là, parce que avant de faire des propositions, il faut constater. Parce que si tu dis, eh ben, il faut que les responsables, on va dire, les représentants d'Haïti, les diplomates, puissent s'impliquer, accompagner les jeunes, mais s'ils le font déjà, tu ne peux pas, tu vois, donc il faut constater d'abord les limites de l'accompagnement avant de pouvoir faire des recommandations. Est-ce que tu peux nous dire quels sont est-ce que les jeunes sont, je ne sais pas moi, livrés à eux-mêmes? Est-ce qu'au Canada, il y a tel type de dispositif, ou en France, tel type de dispositif? Je suppose que ça ne peut pas être la même chose. Voilà, pour mes deux questions, on t'écoute rapidement. Et puis pour les remarques, je t'invite vraiment à les prendre en compte, surtout les remarques de notre évaluateur, hein, le docteur Jude-Marie Saint-Marc.
Qu'est-ce que tu peux nous dire rapidement sur mes deux questions? Est-ce que c'est la même chose partout en termes d'encadrement, d'accompagnement? Parce qu'il y a l'ambassade d'Haïti, il y a une représentation diplomatique à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe pour les jeunes? D'accord. Ok, merci professeur. Et je pense pour votre première question en disant que vous manquez de voir les différences que j'ai faites entre le Canada et la France. Je l'ai fait dans mes données, surtout dans la partie, je peux dire, quantitative avec les questionnaires où j'ai eu un échantillon, disons, plus large, où je devais analyser les tendances, disons, les tendances globales. J'ai fait 50 questionnaires. Au début, j'ai vraiment fait l'effort d'avoir plus, de toucher plus d'étudiants et je me suis vraiment insérée dans des réseaux d'étudiants en France et au Canada pour voir si je pourrais avoir l'équilibre. Comme au début, je visais 80, mais malheureusement, à force, en fait, c'était des questionnaires que j'ai passés en ligne. Et grâce à ce questionnaire, j'ai des données où j'ai pu croiser, par exemple, la durée de séjour en France et au Canada, et puis ensuite le sentiment d'appartenance selon les deux pays. J'ai fait selon les deux pays et je crois qu'il y a un petit souci, peut-être c'est un biais, un petit souci la représentativité, peut-être comme vous l'avez dit, les contextes sont différents. Je suis bien consciente de ça et je pense que j'ai fait l'effort à travers la partie où je me suis donné comme objectif de vraiment avoir les tendances générales, toucher un nombre d'étudiants au maximum entre ces deux pays et aussi entre les différents niveaux d'études en licence et en master. Excuse-moi, c'est pas que dans ton échantillon, c'est clair. Ton échantillon, oui. Je parle de l'analyse. C'est-à-dire, comment un jeune en France, en licence, d'accord, quels sont les défis? Je suppose que ça ne peut pas être les mêmes au Canada, etc., etc. Comment est-ce que ces jeunes-là se projettent dans ces sociétés-là? Donc, si tu as ces données, je t'invite à enrichir ton analyse. D'accord? Je ne parle pas de l'échantillon. Je trouve que ton échantillon pour un travail de licence, ça tient la route. D'accord? Je te parle de l'analyse des données. Voilà. Merci, professeur. Je prends note et je vais améliorer ça. Et votre deuxième question concernait l'accompagnement de ces jeunes. Par les autorités haïtiennes qui sont sur place. Est-ce qu'il y a ça? Voilà. En fait, concernant l'accompagnement de ces jeunes, ce que j'ai pu surtout relever dans les entretiens avec j'ai eu 6 jeunes en France et puis 6 jeunes au Canada. Et je les ai repartis 3 à 3. Je pense que c'est vraiment le mieux que j'ai pu faire. Et dans mon analyse, en fait, ce que j'ai pu relever, j'ai fait une grille d'analyse. En fait, selon cette grille, j'ai vraiment pris le soin de le faire par, je peux dire, par individu, parce que mon échantillon n'était pas vraiment trop large pour l'entretien semi-directif. Dis-nous, qu'est-ce que tu as trouvé comme différence? On t'écoute. Ton micro est fermé. Qu'est-ce que tu as trouvé comme différence? Hein? Voilà. Dis-nous, c'est pour le grand public aussi. En fait, ce que j'ai pu trouver comme accompagnement du côté de ces jeunes, c'est que la plupart d'entre eux bénéficiaient des bourses, disons, du Campus France. Et ils avaient comme accompagnement c'est comme une portion qu'on leur donne chaque mois, ok, qu'ils ont comme accompagnement. Et puis ensuite,
ils disent, la plupart d'entre eux, que ce qu'ils ont pour répondre à leurs besoins économiques ne suffisait pas et que parfois ils voulaient avoir accès à des petits, je peux dire petits jobs d'étudiants, mais parfois c'était vraiment très difficile. Et au Canada, rapidement? L'accompagnement n'existe pas, mais je pense que ce que j'ai pu relever essentiellement dans mes résultats, c'est qu'au niveau du côté économique, cela ne suffisait pas aux étudiants pour répondre à leurs besoins. Et au Canada, maintenant, très rapidement, puisque tu as dit Campus France, je suppose que tu es en France, et au Canada, qu'est-ce qui se passe? En peu de mots. Ton micro est fermé. Pour le Canada, disons, l'accompagnement est, disons, plus difficile à ce niveau parce qu'il n'existe pas vraiment, ou je pense que les étudiants n'ont pas mentionné parce que j'ai eu cette question-là, qu'il n'existe pas vraiment d'accompagnement et surtout dans les universités. Je crois qu'au Québec, c'est mieux pour l'accompagnement des étudiants et c'est plus facile pour eux. On leur permet de s'intégrer, on leur donne du travail à l'intérieur des universités. Et puis ensuite, il y a d'autres, je peux dire d'autres zones où c'est complètement différent au Canada, où les étudiants ils rencontrent vraiment des difficultés économiques vraiment graves, ils vivent des situations complexes. Merci. Tu vois, donc il faut faire ressortir ça. Ça, c'est important. Ça permet aux lecteurs d'apprécier davantage ton travail. D'accord? Il faut vraiment aller en profondeur dans ces genres d'analyse, hein, à la fois entre les deux pays, mais à l'intérieur, comme tu l'as dit, il y a des différences si quelqu'un est au Canada, au Québec ou ailleurs. Voilà. Alors, dans 10 secondes à chacun, pour terminer, Jude. Moi, je n'ai pas vraiment d'autres choses à ajouter, mais comme tu viens de le dire, donc l'étudiante, normalement, doit renforcer son cadre d'analyse avec surtout des croisements et surtout entre les zones d'études et des étudiants. Également, il y a le facteur l'âge, le facteur sexe. Si on peut établir des rapports entre la tendance identitaire et ces variables-là, donc cela va enrichir donc, le travail. Et je crois que dans votre base de données, donc les données existent. Donc, il faut que tu fais parler donc, les données. Voilà. Merci, cher Ronald, hein, l'encadreur. 10 secondes. Oui, bon sang, oui. Je n'ai pas vraiment grand-chose à ajouter, sinon qu'à souhaiter que l'étudiante prenne en compte les remarques qui ont été formulées. Merci beaucoup. Merci. Et toi, Cécile, tu n'as rien à dire. Tu as besoin de 10 secondes? Vas-y, ok, on t'écoute. 10 secondes. Merci, professeur Providence. Merci, professeur Gilles Saint-Martin. Et merci à mon encadreur, Ronald Andris, qui a vraiment su me guider durant ce parcours. Je le remercie du fond du cœur et merci à vous tous qui étaient présents en présentiel et tous ceux qui m'ont suivi cet après-midi. Je vais prendre en compte toutes vos considérations. Merci. Merci et c'est la fin. On passe à une nouvelle soutenance. On arrête l'enregistrement.